Ravi de vous retrouver une fois de plus dans cette session d'information sur la télé totalement vôtre. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue, les titres. Dans sa traditionnelle conférence de presse mensuelle, la direction de l'information et des relations publiques des armées a fait le point de la situation sécuritaire des opérations menées par les femmes. Vous en saurez plus dans cette édition. La direction de la pharmacie et du médicament a ordonné le retrait de plusieurs médicaments et leur destruction. Selon elle, cette décision est motivée par les risques qu'ils représentent sur la santé de la population. Les détails dans un instant. Le directeur du Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale, Etienne Fakaba Sissoko, reste en prison en attendant son jugement au fond. Le procureur près la cour d'appel de Bamako a interjeté l'appel après sa mise en liberté provisoire par la cour. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. Bamako abrite du 14 au 18 octobre 2024 la deuxième édition du Forum africain des personnes de petite taille. Organisé par l'Association malienne des personnes de petite taille, ce forum est un espace d'échange et de partage d'expériences dans le but de renforcer un cadre inclusif de solidarité et d'insertion socio-économique des personnes vivant avec un handicap en général et les personnes de petite taille en particulier. L'événement est placé sous le patronage du président de la transition et la marraine est Mme Touré Lobo Traoré. Amadou Diarra, compte rendu. En effet, dans le but de favoriser les échanges et le partage d'expériences, les travaux de la deuxième édition du Forum africain des personnes de petite taille ont débuté ce lundi 14 octobre 2024 à Bamako. Pendant 5 jours, de nombreuses activités sont prévues pour promouvoir les droits des personnes de petite taille. Donc nous allons faire 2 jours d'atelier et après le 3e jour, ça sera l'Assemblée générale de la Fédération africaine des personnes de petite taille, la première Assemblée générale. On a créé la Fédération africaine des personnes de petite taille en 2010 pendant le 50e dont je suis toujours la présidente. Donc nous allons faire la relecture des textes, faire aussi créer le nouveau bureau. Voilà, et on va clôturer le vendredi, Inch'Allah, par l'élection Miss d'Afrique des personnes de petite taille, dont la Guinée qui détient toujours la couronne, ça vaut 14 ans. Les partenaires de l'association étaient présents lors de la cérémonie et ont réaffirmé leur engagement à soutenir les personnes de petite taille dans la défense de leurs droits. Et la réalisation de leur potentiel. ONU-Femmes possède une vaste expérience en matière d'appui à l'autonomisation économique des femmes normales, les femmes vivant avec handicap, l'autonomisation axée sur le développement de leurs compétences, l'emploi, la création de revenus et l'entrepreneuriat. Par ailleurs, le gouvernement du Mali a souligné les progrès réalisés pour améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap, en particulier celles de petite taille. On peut citer, entre autres, la nomination de 4 conseillers en situation de handicap au niveau du Conseil national de transition. La prise en compte, dès le préambule de la nouvelle constitution du Mali, des personnes vivant avec un handicap. Pour les personnes de petite taille, un grand nombre d'entre vous occupent aujourd'hui des postes clés au sein de l'administration malienne. Au nom des plus hautes autorités, nous pouvons vous témoigner que les personnes de petite taille, mais plus globalement les personnes vivant avec handicap, ne feront plus l'objet d'exclusion. Aujourd'hui au Mali, des prestations artistiques, des sketchs de sensibilisation et des slams ont été des moments forts de cette cérémonie d'ouverture. Au moins 10 pays participent à ces forums, dont les recommandations qui découleront permettront d'améliorer les conditions de vie des personnes vivant avec un handicap et plus particulièrement des personnes de petite taille. Petite taille, grande âme. Justice, le procureur s'oppose à la liberté provisoire d'Etienne Fakaba Sissoko. Évidemment, en attendant son procès au fond prévu en novembre prochain, l'économiste Etienne Fakaba Sissoko, directeur du Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale,
avait bénéficié de la liberté provisoire. Malheureusement, quelques instants après, le procureur près la cour d'appel de Bamako a interjeté l'appel. Alamako Djabati. Comme annoncé, l'économiste Etienne Fakaba Sissoko, directeur du Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale, a été fixé sur son sort ce lundi 14 octobre 2024 par la Cour d'appel de Bamako. Il a dans un premier temps recouvert la liberté avant son jugement, un appel au fond qui est prévu pour le 11 novembre prochain. Pour obtenir cette liberté provisoire pour Etienne Fakaba Sissoko, la défense dans sa plaidoirie avait avancé des arguments relatifs à sa santé et celle de certains membres de sa famille, à ses enfants à bas âge et en sa qualité de professeur d'enseignement supérieur qui vient d'être admis au concours de CAMES. Malheureusement, la joie des proches d'Etienne n'a été que de courte durée. Selon plusieurs sources, le procureur général près la cour d'appel de Bamako a fait appel à la décision de ce matin du juge de maître Dr Etienne Fakaba Sissoko en liberté provisoire. Donc, il reste en prison jusqu'au jugement au fond de l'appel maintenu au 11 novembre. Pour un rappel, Etienne Fakaba Sissoko a été arrêté le 25 mars 2024. Il avait été condamné le 20 mai à 2 ans de prison, dont 1 an ferme et à une amende de 3 millions de francs CFA. Il est poursuivi pour atteinte au crédit de l'État, injure envers les autorités et diffusion de fausses nouvelles à la suite de la publication de son ouvrage Propagande, agitation, harcèlement, la communication gouvernementale sous la transition. La direction de l'information et des relations publiques des armées a tenu ce lundi sa traditionnelle conférence de presse mensuelle au sein de la dite structure. Il s'agissait pour eux d'édifier les hommes des médias sur l'état de la situation sécuritaire, les opérations menées par les FAMA et donner des explications sur les attaques qui ont eu lieu à Bamako. Le point avec Gabriel Keita, Zakaria Oumar Keita. Afin d'édifier les hommes de médias pour relayer la bonne information, la direction de l'information et des relations publiques des armées a animé sa traditionnelle conférence de presse au cours de laquelle elle évoque les opérations menées par les FAMA. Notamment, nous avons enregistré le 7 septembre 2024, les terroristes du JNIM ont conduit des tirs de harcèlement contre le poste de sécurité de la gendarmerie de Saint-Zanaga à environ 35 km au sud-est de Ségou. Les occupants du poste ont vite réagi et les assaillants ont pris la poutre d'escampette. Le 25 septembre 2024, toujours dans le théâtre-centre, les tirs d'obus effectués par les GAT ont visé le camp de Léré sans faire de dégâts ni de pertes en vies humaines. Au titre des incidents EI sur le théâtre sud, le 17 septembre, une double attaque par le JNIM à l'école de la gendarmerie et le côté nord-est de l'aéroport de Sénou. Même si l'attaque qui a ciblé l'école de la gendarmerie nationale de Faladje et l'aéroport international Modibo Keïta a été évoquée par le directeur de la DRIPA, il a donné assez de précisions. L'attaque a commencé lorsque des élèves gendarmes, environ 1 millier, étaient de plein pied dans les corvées matinales avant la montée des couleurs et le sport. Sachant certainement ces moments de fébrilité où les gendarmes, les élèves gendarmes n'avaient Dieu que pour leur force corvée matinale, la montée des couleurs et le sport matinal, les assaillants en ont profité pour déclencher leur attaque avec pour cible principale les bâtiments réservés aux élèves gendarmes et avec pour seul objectif de causer le maximum de morts. Les forces en présence ont vite réagi et ont pu circonscrire les velléités terroristes. Nous déplorons côté FAMA quelques morts et des blessés qui ont pratiquement tous été rétablis. Au même moment, un autre groupe a tenté de s'infiltrer par le côté nord-est de l'aéroport président Modibo Keïta. Là aussi,
ils ont vite été neutralisés, malgré qu'ils aient pu commettre quelques dégâts mineurs. Au décompte, 27 terroristes ont été neutralisés, dont 14 à l'école de la gendarmerie, 13 à l'aéroport et une soixantaine d'interpellations. Profitant de l'occasion, le directeur de la DRIPA a évoqué l'évolution des troupes vers Tezawanten. C'est que les FAMA ont entrepris du 29 septembre au 9 octobre 2024 une opération de contrôle des zones dans la région de Kidal, notamment dans sa partie nord-est vers Tezawanten. L'objectif visé de cette opération était une fois de plus de marquer la présence de l'État sur cette partie du territoire et rassurer la population de la zone. C'est au cours de cette progression que les FAMA arrivés dans la zone de l'embuscade où se sont déroulés les violents combats du mois de juillet dernier, non loin de la localité de Tezawanten, ont abouti sur les dépouilles de nos frères d'armes tombés sur le champ d'honneur. Évidemment, il fallait récupérer ces dépouilles, les prendre en charge conformément aux procédures réglementaires en vigueur dans notre armée, puis les inhumer avec le plus grand respect. Leur sacrifice continue de guider les FAMA dans la poursuite du combat pour la protection des populations et la préservation de l'intégrité territoriale. Le directeur de la DRIPA a rassuré la population que plusieurs actions ont été entreprises par les voyants soldats pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Autre information à retenir, selon nos confrères de Studio Tamani, une femme âgée de 25 ans est morte par noyade la semaine dernière dans le cercle de Yorosso. Les faits se sont déroulés le mercredi 9 octobre 2024 dans le village de Dorosso, commune de Kumbia. Selon des sources locales, elle traversait un marigot pour se rendre dans son village sous une forte pluie. Elle aurait été coincée et emportée par le courant, précise la même source. Son corps a été repêché quelques heures plus tard. Le mois d'août dernier, un jeune garçon de 6 ans a également péri par noyade dans le village de Marina, dans la même commune à 70 km de Yorosso. Sur un tout autre plan, la production et la commercialisation de Atoté 4R Cola Excellent, homme bouteille de 100 ml et 14 autres aphrodisiaques sont interdites ici au Mali. Dans une note de service, la direction de la pharmacie et du médicament a alerté sur les risques sanitaires liés à la consommation des aphrodisiaques 100% naturels qui sont en vente libre sur le marché. Elle invite les détenteurs de stock à procéder au retrait des 10 produits en vue de leur destruction. La Sindiakiti. Ils se vendent comme des cacahuètes partout à Bamako. Des produits aphrodisiaques sont désormais interdits au Mali. Dans le cadre de la protection de la santé des populations, le Laboratoire national de la santé a procédé à des investigations sur des échantillons des produits étiquetés aphrodisiaques 100% naturels en vente libre sur le marché. Les résultats de ces investigations ont mis en évidence la présence des sildenafil et des tadalafil dans les échantillons analysés. L'ajout de ces principes actifs dans les produits étiquetés 100% naturels constitue une adultération. Selon la DPM, la sildenafil et les tadalafil sont des substances qui ne doivent être délivrées que sur une prescription médicale dans le traitement des troubles de dysfonctionnement érectile. Elles peuvent être à l'origine d'effets secondaires de type cardiovasculaire tels que les accidents vasculaires cérébraux, les infarctus du myocarde, notamment chez les patients hypertendus, prévient-elle. La DPM invite la population à s'abstenir d'importer, de vendre ou de consommer ces produits adultérés. Elle invite également les détenteurs de stock à procéder au retrait des 10 produits en vue de leur destruction. Pearl Media International a organisé simultanément le samedi 12 octobre 2024 une journée de salubrité à Grand Kibougou et à Missabougou. Il s'agit à travers cette initiative de contribuer à l'assainissement et à l'amélioration du cadre de vie des populations dans ces deux quartiers du district de Bamako. Bakari M. Sidibé, Mantala Ouattara.
Armées des balais, des pelles et bien d'autres matériels d'assainissement, les femmes du Perle Média International ont pris d'assaut le carrefour de Garantibougou, communément appelé Garantibougou-Feu, avec un seul objectif, débarrasser ce lieu de ses ordures. Une activité de bonne foi qui va contribuer au bien-être des populations et à l'amélioration de leur cadre de vie. Nous commercialisons des produits de santé. Donc ça rentre dans le cadre du travail. Parce que si tu dis santé, tu dis l'assainissement. Ce sont deux choses qui vont ensemble. C'est pour cela qu'on a pensé à organiser cette journée de salubrité. On a choisi cet endroit aujourd'hui, mais on ne va pas s'arrêter là. Et dorénavant, on va partir dans d'autres quartiers, comme derrière le fleuve et d'autres quartiers. Ce n'est pas ici seulement. Mais aujourd'hui, quand même, on a commencé par ici. Et j'invite toutes les femmes au fait, à venir travailler. Parce que seul le travail paye. En travaillant, on peut subvenir à tous nos besoins, sans dépendre de quelqu'un. La deuxième équipe de salubrité était déployée à Missabougou, en commune 6 du district de Bamako, qui a subi une série d'inondations cette année. L'initiative, en plus d'améliorer le cadre de vie des populations, vise aussi à soutenir la vaste campagne de la ville propre lancée par la mairie du district de Bamako. Nous sommes une agence commerciale, mais les produits que nous avons à notre disposition, ce sont des thés Lipton. Maintenant, ce sont des thés qui sont bénéfiques à la santé. C'est un souhait du fondateur de l'entreprise. Et aussi, la salubrité et puis la santé, ça va ensemble. On dit la propriété. Donc, l'être humain doit être propre. Plus tu es propre, plus tu risques moins de tomber dans certaines maladies. On a trouvé que Missabougou, c'est un quartier où il y a déjà beaucoup d'inondations. Et si on a organisé cet événement ici, c'est aussi par rapport à ça. Mais au-delà de ça, ce n'est pas seulement le seul quartier que nous avons organisé. Mais au-delà de ça, il y aura toujours des actions de bonne volonté que nous allons organiser. Nous avons même prévu d'organiser une journée, par exemple, de remise de matériel à la mairie pour ce genre d'événements ou bien ce genre d'activités. Perle Média International est une jeune entreprise évoluant dans le secteur commercial. À ce jour, elle emploie plus de 400 femmes. Après cette journée de salubrité, l'entreprise compte mener d'autres actions de citoyenneté. Sport, parlons-en. À quelques heures du match retour contre la Guinée-Bissau au compte des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, le sélectionneur des Aigles du Mali s'est exprimé sur cette rencontre tant capitale pour l'équipe nationale du Mali. Bien que l'effectif soit diminué par des blessures, Tom Saint-Fit se dit confiant. Écoutons-le. Je pense que le groupe est bien récupéré après la victoire. Ok, on manque deux joueurs importants. Néné d'Orgelès, il n'est pas entraîné, il n'est pas disponible, il est parti direction son club. Aussi, après le match, Lassine Sinayogo, il est blessé. Il ne peut pas jouer le deuxième match. C'est dommage parce que ce sont des bons joueurs. Mais on a toujours une très bonne équipe. On a 19 joueurs qui sont disponibles et 3 gardiens, c'est 22 en total. On est content de ça. On sait qu'ici, ça ne va pas être facile parce que Guinée-Bissau, ils doivent gagner ce match. Le peuple qui m'a dit c'est un match capital. C'est un match capital pour Guinée-Bissau. Quand ils ne gagnent pas, c'est fini, presque fini pour Guinée-Bissau. Pour nous, on veut gagner, c'est clair. On veut gagner. Je marque mon entraîneur, mon équipe, mon staff, tout. On veut gagner ce match. On veut gagner chaque match. Mais on peut jouer un peu plus relax peut-être, pas de stress. On ne joue pas à domicile. Et peut-être à 15 ou 20 000 spectateurs du Guinée-Bissau là. Mais on doit être concentré. On doit être bien préparé. Et seulement on doit marquer un but plus que Guinée-Bissau, c'est clair. L'ambition est victoire, mais quand c'est un match nul, ce n'est pas une catastrophe. On a toujours Mozambique et Swatini. On va qualifier, c'est clair, mais Inch'Allah, et j'espère qu'on va qualifier demain. Bonne chance donc aux Aigles du Mali. La 6e édition de la Coupe Modibo Yahi Diallo, organisée par Foot Club Kourechi, a été remportée par l'AS Mandé sur le score de 2-0 face à Mandé Djigui. C'était hier dimanche 13 octobre 2024 sur le terrain de FC Kourechi. Djelika Guino, compte rendu.
Ils étaient 32 équipes au départ, mais c'est Laïs Mondé en jaune et Mandin Djigui en noir qui se sont retrouvés en finale. Une première mi-temps très animée avec de bonnes actions de part et d'autre. Mais c'est Laïs Mondé qui part en pause avec l'avantage d'un but à 0. But marqué par le dossard numéro 3, Ismaël Sidibé à la 20e minute. À la reprise, le jeu gagnant en intensité surtout du côté des jaunes et à la 70e minute, le dossard numéro 9, Mohamed Keïta, doubla la mise pour l'AS Mondé d'un but. Et c'est sur ce score de 2 buts à 0 que l'AS Mondé remporte cette 6e édition. Tout d'abord, je remercie tous les publics qui sont venus nous regarder, vu la situation actuellement. Je remercie finalement aussi celui qui a eu une initiative de faire cette organisation. Donc du coup, je suis très content, très content, avec une équipe solidaire. J'espère qu'on peut faire tout. Et vu que dans la vie, quand on est solide, on a 1000 chances de gagner ou de remporter tout ce qu'on veut. L'initiateur et le parrain ont exprimé leur satisfaction à l'issue de cette finale. Le donateur, c'est mon fils, c'est mon collaborateur, c'est mon ami. C'est lui le donateur. C'est lui qui a initié cette coupe il y a 6 ans. Quand il initiait cette coupe, je n'étais même pas au Mali. Donc, moi-même, j'étais surpris de voir des images d'une coupe portant mon nom. Il ne m'a même pas informé qu'il va mettre en place une coupe qui va porter mon nom. Donc, malgré cela, je pense que c'est l'occasion de le remercier. C'est l'occasion de le remercier. Je suis très satisfait de cette finale et vraiment je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement. Je remercie les autorités de Wenzin, les autorités de Mandé, qui ont bien voulu accepter mon fils dans leur quartier et en faire un de leurs. À noter que le finaliste malheureux a eu un mouton plus une enveloppe. L'AS Mondé vainqueur en plus de l'enveloppe a eu un bœuf. Vivement la 7e édition. Une flèche qui va dans la forêt n'est pas perdue. Proverbe africain, excellent début de semaine à tous. Bonsoir.